Surround, LFE, dynamique, fréquence de coupure, subwoofer, peut-être que ces mots ne vous disent absolument rien. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques mots qui sont en rapport avec le home cinéma et l'hi-fi, qui vous paraissent peut-être compliqués, dans des notions un petit peu difficiles pour certains. Eh bien, je vais vous expliquer cela de façon très simple et rapide. C'est un peu comme le dictionnaire du home cinéma, mais de façon bien plus ludique. Alors si vous débutez dans le monde du home cinéma, de l'image et du son, eh bien ça peut vraiment vous servir pour enrichir vos connaissances et puis peut-être vous permettre d'améliorer votre équipement, d'améliorer vos réglages. Et puis à l'inverse, si vous êtes un aficionado ou un professionnel et vraiment un expert dans le domaine, eh bien ça vous fera une piqûre de rappel à la sauce Diffustech. Mais avant de se mettre au travail, eh bien n'hésitez pas à prendre le temps de vous abonner à la chaîne et puis me lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Salut, c'est Diffuse, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo explicative où je vais vraiment prendre plaisir à vous expliquer plein de définitions, plein de mots un peu complexes. Si vous ne me connaissez pas, je suis passionné de home cinéma et dans cette chaîne, eh bien, je vous explique plein de choses qui tournent autour du sujet et notamment à travers ces vidéos, j'essaye de vulgariser un maximum et pour tout le monde, eh bien, cet univers qui est passionnant. Et j'espère vous faire partager ma passion. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Commençons par le commencement. Le home cinéma, c'est quoi? C'est un diffuseur, un ampli, des enceintes et une source. Alors on va décortiquer ces mots-là. Alors le diffuseur, c'est un vidéoprojecteur ou une télé qui va vous permettre de regarder, de diffuser, comme son nom l'indique, votre source. Ensuite, on a l'amplificateur qui va vous permettre d'amplifier et de décoder le signal audio de votre source. Pour envoyer le son, pour produire le son, on a les enceintes. Et enfin, on a la source dont je parlais avant. La source, c'est un CD, un Blu-ray, quoi encore, un vinyle, un fichier dématérialisé par exemple. Cette source, il faut forcément la lire, donc il vous faut un lecteur, quelque chose qui peut lire cette source, un lecteur Blu-ray, une platine vinyle, une platine CD, ou même une box multimédia qui va vous permettre d'envoyer et de lire votre source directement sur votre diffuseur. Et après, votre ampli fait le reste, il va décoder le son, et puis vous aurez un son surround ou même stéréo, selon votre choix. Le son stéréo, c'est uniquement deux enceintes. Pour ce faire, il vous faut un amplificateur au minimum stéréo, mais vous pouvez très bien avoir un amplificateur, ce qu'on appelle un amplificateur home cinéma intégré, qui peut aussi retranscrire des signaux stéréo. Mais après, on a aussi le son surround. Le son surround, c'est quoi? C'est tout simplement des sons qui vont venir un peu partout autour de vous. Vous allez avoir des enceintes à l'avant, à l'arrière, peut-être des sons des côtés, bref. C'est ce qu'on appelle le son spatial. Tout autour de vous, vous avez vraiment cette sensation de, t'as un hélico qui est dans la pièce, on l'entend aller de droite à gauche, tourner autour de vous. C'est ce qu'on appelle le son surround par rapport au son stéréo qui lui est uniquement frontal. Là, le son surround, c'est vraiment cette impression de avant-arrière très prononcée. Pour avoir ce son-là, il faut forcément un home cinéma, donc un amplificateur home cinéma. Vous avez sûrement déjà entendu parler de 5.1, 7.1, 9.1, bref, il y a plein de possibilités. On va décortiquer ça. Le premier chiffre, le 5, c'est le nombre d'enceintes que vous avez autour de vous, hormis le caisson de basse, je précise. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de caissons de basse et le nombre de canaux de grave que vous avez dans votre système. Et enfin, le troisième chiffre, s'il y en a un, c'est le nombre d'enceintes qui composent l'Atmos. Pour rappel, l'Atmos, c'est les enceintes qui sont au plafond, ou alors par réflexion au plafond, qui vous permettent d'avoir une verticalité au niveau du son, qui ajoute une dimension au son surround, je précise. Si vous voulez en savoir plus sur l'Atmos, j'ai réalisé une vidéo
n'hésitez pas à aller la voir, c'est très intéressant, ça peut vous expliquer un peu comment ça se passe, le Dolby Atmos. Donc prenons exemple d'une installation 5.1.2, il y aura donc 5 enceintes autour de vous, un caisson de basse et 2 enceintes Atmos. Il y a des amplis qui peuvent vous permettre d'installer plein d'enceintes autour de vous, mais bon après il faut être raisonnable, dans une pièce on va dire chez un particulier, il y a très rarement quelqu'un qui possède une vingtaine d'enceintes autour de soi. C'est réservé plutôt aux professionnels. Et comme je dis assez souvent, vaut mieux un petit système 5.1.2 avec des Atmos plutôt qu'un gros système avec une dizaine d'enceintes autour de vous et que ça soit le capharnaüm et que ça soit extrêmement compliqué à régler tout ça dans une petite pièce. Donc il faut quand même rester cohérent par rapport à la surface d'écoute. Mais bon après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mon avis. Les enceintes, parlons-en des enceintes. On a deux grosses familles d'enceintes, les enceintes actives et les enceintes passives. Quelle est la différence? C'est très simple. Les enceintes actives sont déjà alimentées, c'est-à-dire qu'il y a un amplificateur dans l'enceinte, alors que les enceintes passives, elles, doivent être raccordées à un amplificateur externe, donc l'amplificateur home cinéma ou un amplificateur de puissance, pour être alimentées. Alors je vous vois venir à me poser la question, quel est le mieux entre actif et passif? Vraiment, ça dépend totalement de votre utilisation, vos goûts. Après, par facilité d'installation, c'est plus simple de partir avec des enceintes traditionnelles qui sont passives, où on doit les brancher à un amplificateur. Mais on peut très bien faire un home cinéma avec des enceintes actives. D'ailleurs, les caissons de basse peuvent aussi être actifs ou passifs. Je rebondis sur les caissons de basse, deux familles aussi, deux grosses familles, les caissons de basse clos et les caissons de basse basse réflexe. La différence, c'est une différence de conception. Les caissons de basse clos ont une carcasse totalement enfermée, l'air ne sort pas, elle est emprisonnée directement dans la boîte, alors que les caissons de basse basse réflexe, eux, ont l'air qui s'évacue par des évents, par différentes technologies. La différence se résulte à l'utilisation de l'amplification. Donc en fait, sur un caisson basse réflexe, vous aurez 300 watts pour balancer, je sais pas, 100 décibels, alors que sur le caisson clos, vous aurez besoin de bien plus d'énergie pour atteindre un même niveau de décibels que le basse réflexe. Là aussi, quel est le mieux entre un caisson clos et un caisson basse réflexe? Je vous laisse juger par vos propres moyens, par vos oreilles, parce que cela dépend totalement de vos goûts, de vos préférences en termes de grave. Moi, personnellement, je préfère le rendu d'un caisson basse réflexe. LFE, ce n'est pas un nouveau nom de parti politique, ni un nouveau groupe militant à la mode, c'est ce qu'on appelle le Low Frequencies Effect. Dans vos flux audio, que ce soit du Blu-ray ou même sur Netflix, etc., vous avez le 5.1. Eh bien, le LFE, c'est le point 1 qu'il y a derrière. Les ingénieurs du son ont créé vraiment un canal audio dédié aux basses fréquences. Ce flux audio comporte uniquement des fréquences allant de 3 à 120 Hz. Et ce petit point 1, eh bien, je peux vous dire que votre caisson de grave, il adore en manger. Et lorsque vous regardez un film, eh bien, le canal LFE, il passe directement dans votre caisson de basse. L'ampli envoie le signal dans votre caisson de basse. Et eh bien, il adore ça, votre caisson, parce qu'il sait faire que ça. Nous allons maintenant un peu parler de caractéristiques techniques d'enceinte, à savoir la pression acoustique, la sensibilité, les fréquences de coupure, bref, plein de choses. La pression acoustique, c'est un niveau sonore restitué par vos enceintes, et elle s'exprime en décibels. La sensibilité d'une enceinte, ou alors ce qu'on peut appeler l'efficacité, c'est le rapport entre l'énergie que vous envoyez dans l'enceinte par rapport à l'énergie qui sort de l'enceinte, à savoir le volume sonore. C'est cette valeur qui va indiquer si votre enceinte est gourmande en énergie ou pas pour envoyer la sauce, envoyer du décibel. Alors par exemple, vous avez une enceinte à 90 dB,
de sensibilité, eh bien ça veut dire que à 1 mètre de distance, on a posé un micro, on a envoyé une puissance de 1 watt à 2,83 volts et on a obtenu une valeur de 90 décibels en volume sonore. Généralement, des enceintes tournant autour de 88-90 décibels, c'est déjà bien. Il y a d'autres marques d'enceintes avec des rendements bien plus élevés qui sont vraiment spécialistes là-dedans, à savoir du Klipsch, du KCS, je sais pas, il y a plein d'autres enceintes qui sont vraiment typées cinéma, qui équipent la plupart des salles de cinéma en France. Et là, ben, c'est du haut rendement, ça dépasse les 100 décibels. Mais attention, la sensibilité, ce n'est pas un critère de qualité. On va pas dire qu'une enceinte est bonne et a un très très bon son parce qu'elle a un haut rendement. C'est faux. Il y a des enceintes à bas rendement ou à rendement normal qui ont un son tout à fait honorable. Autre caractéristique très importante pour une enceinte, c'est sa puissance. Elle est exprimée en watts et bien souvent on confond entre puissance RMS et puissance crête. La puissance RMS, c'est la capacité de votre enceinte à tenir une puissance de tant et tant de watts sur le long terme sans la déformation du son qu'elle sort, voilà, sans qu'il y ait des distorsions, etc. Par exemple, une enceinte à 100 watts RMS, eh bien on peut lui injecter 100 watts dans la figure sans qu'il y ait des distorsions au niveau du son et sans que ça endommage l'enceinte. A contrario, la puissance maximum, la puissance crête, c'est une donnée qui nous indique le maximum que l'enceinte peut supporter en watts sur une période, une très petite période, parce que sinon ça risque d'endommager très fortement l'enceinte, le tweeter ou même les haut-parleurs. Donc un conseil, quand vous choisissez votre amplificateur home cinéma, ne vous basez pas sur les valeurs de puissance crête de vos enceintes, partez plutôt sur les puissances RMS. À part vous dire que stop, à 1000 watts, sur 20 secondes, j'ai mon tweeter qui va exploser, mes enceintes qui vont sortir, ça sert à rien. L'impédance d'une enceinte, c'est la résistance qu'il y a à l'intérieur de l'enceinte. Et les fabricants d'enceintes vous donnent une impédance minimum que l'enceinte est équipée, que l'enceinte peut supporter. Alors cette impédance peut vraiment perturber le fonctionnement d'une enceinte par rapport à un amplificateur. Par exemple, un amplificateur qui est compatible avec des enceintes 8 ohms ou 6 ohms, et vous allez lui brancher derrière des enceintes qui, elles, sont en 4 ohms d'impédance, eh bien l'ampli aura peut-être du mal à les alimenter, il devra fourguer un peu plus de puissance, et donc comme il doit fournir plus de puissance car l'enceinte a plus de résistance, peut-être que votre amplificateur va se mettre en sécurité, va se verrouiller parce qu'il est arrivé aux limites de sa production d'énergie et ça peut l'abîmer et ça vraiment c'est pas top. Après je vous rassure, tous les amplis d'aujourd'hui et les enceintes d'aujourd'hui ont une large compatibilité. La bande passante d'une enceinte, c'est une plage de fréquences dans laquelle l'enceinte arrive à envoyer du son, c'est-à-dire que par exemple, votre enceinte peut descendre de 50 Hz jusqu'à 20 000 Hz, à savoir donc 50 Hz c'est les graves, 20 000 Hz c'est l'aigu. Donc ça dépend totalement des enceintes, ça dépend si ils ont des gros woofers, ça dépend de plein de choses, le filtre, etc. Une oreille humaine standard entend de 25 Hz jusqu'à 16 kHz. Et un appareil comme un ampli stéréo ou autre chose peut avoir une plage de fréquences qui s'étend de 20 Hz jusqu'à 20 000 kHz. Donc on est bien au-delà de ce que peut entendre une oreille standard. Et en dessous de 20 Hz, c'est plus des fréquences qui sont audibles, mais c'est des fréquences qui se ressentent dans le plexus, notamment avec les basses fréquences, les ultra basses fréquences, vraiment où ça descend très très bas en dessous de 20 Hz, où là vous avez des coups dans le plexus, et bien c'est en dessous de 20 Hz. Mais attention, si vous descendez trop bas, ça peut remuer un peu l'estomac, et ça peut vous provoquer des nausées. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'être sorti d'une séance de cinéma
avec le cœur un petit peu retourné, et pas parce que vous avez regardé un film d'horreur, mais plutôt parce qu'il y avait trop de graves et trop d'infra. Et là, bah, on fait quoi? Eh bien, tu vas aux toilettes. Une enceinte se compose d'un tweeter, c'est le petit haut-parleur, le plus petit haut-parleur de l'enceinte, qui lui va reproduire les aigus. Et il y a aussi un ou plusieurs haut-parleurs qui vont servir à reproduire les médiums et les basses fréquences. Est-ce que vous savez ce que veut dire WAF? W-A-F. Non, c'est pas un aboiement pour chien, waf waf. C'est de l'anglais, ça veut dire Woman Acceptance Factor. C'est un acronyme qui permet de définir un peu le côté sexy, le côté séduisant d'une enceinte vis-à-vis de madame. Je m'explique, vous êtes l'homme de la maison, vous achetez des armoires normandes, c'est-à-dire des enceintes immenses, un peu comme celle-ci juste derrière, et vous dites rien à votre femme et vous décidez de la mettre dans le salon, de les mettre dans le salon, en plein milieu de la déco de madame. Vous ne lui dites absolument rien et vous attendez qu'elle réagisse. Eh bien, si elle trouve ces enceintes super belles, super sexy, c'est que le côté WAF de ces enceintes leur a plu, c'est-à-dire qu'elles sont belles aux yeux de madame. En revanche, si madame, elle fait la tête, et qu'elle vous dit « Non mais tu vas m'enlever tout de suite ça du salon, là j'en veux plus. C'est quoi ces gros trucs là qui me prennent tout l'espace? Je peux plus mettre mes bibelots, je peux plus mettre ma déco. Non, ça va pas. J'en fais l'expérience personnelle. Alors plusieurs critères à prendre en compte, hein, si vous voulez vraiment faire accepter votre installation à madame, eh bien c'est tout simplement la forme de l'enceinte, la couleur, les matériaux, le fait qu'elle soit grande, imposante, la taille, et bien tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte quand vous achetez ou quand vous décidez de vous lancer dans le choix d'une enceinte. Après tout, moi je suis pour la paix des ménages, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi, dans mon cas, j'ai demandé d'abord à madame. Ensuite, elle m'a dit non, donc j'ai mis tout ça dans ma salle de cinéma. Et là, elle n'a rien pu dire d'autre que oui. On va maintenant parler électronique, amplification avec les amplificateurs, et notamment les amplificateurs de puissance et les préamplis de l'autre côté. Alors, un préamplificateur, c'est une électronique qui décode uniquement le signal audio et il fait que ça. Il n'alimente rien du tout, il décode juste. À ce dit préamplificateur, il faut lui raccorder un ampli de puissance. L'ampli de puissance, quant à lui, va envoyer le jus, va envoyer la sauce directement à vos enceintes. Et si vous voulez pas vous ennuyer avec deux appareils, eh bien vous prenez un amplificateur intégré home cinéma qui fait quant à lui la partie préampli et la partie ampli en même temps dans une seule machine. Certains amplificateurs home cinéma intégrés peuvent aussi être accordés avec un amplificateur de puissance pour les soulager. C'est vachement efficace. Moi personnellement j'utilise ça, je ne reviendrai pas en arrière. J'adore le rendu avec mes amplis de puissance. J'ai vraiment gagné sur tous les plans avec mes enceintes. Moins de distorsion, je peux écouter à très fort volume. C'est pas du tout criard, c'est pas fatigant. On a une spatialisation qui s'est vraiment développée, élargie. Bref, chez moi, vu mon utilisation à des forts volumes d'écoute, eh bien, je trouve ça très efficace, les amplis de puissance. Et pour adjoindre un ampli de puissance à un préampli ou ampli intégré, eh bien, il faut forcément des connectiques pré-out. Le facteur d'amortissement d'un amplificateur est une donnée très importante. C'est une valeur qui va vous permettre de déterminer si votre amplificateur est capable de tenir relativement bien un haut-parleur qui se débat. En clair, plus ce facteur d'amortissement est élevé, et bien plus votre amplificateur aura la capacité à maintenir le haut-parleur qui va sortir de votre enceinte pour osciller, pour bouger. Eh bien il sera bien maintenu par la puissance de l'amplificateur. C'est pour éviter qu'il revienne trop et puis qu'il bouge dans tous les sens et qu'il procure, on va dire, des fréquences qu'on ne veut pas qu'il reproduise. Donc ce facteur d'amortissement empêche ce phénomène d'oscillation du haut-parleur, et puis ça permet de mieux tenir le haut-parleur
quand il est sollicité à des forts volumes. Un ampli de puissance a peut-être la capacité d'être bridgé. Bridger signifie que vous allez en quelque sorte rassembler la puissance de deux canaux en un seul. Si vous avez un ampli stéréo, vous pouvez le bridger si celui-ci est compatible, bien entendu. Par exemple, cet ampli fait 2 fois 50 watts, et bien vous aurez peut-être la possibilité de le bridger pour faire un seul canal de 100 watts. Alors c'est bien pratique pour augmenter la puissance d'un amplificateur pour un seul canal, mais ce n'est pas sans danger, donc faites bien attention avec le couple enceinte et ampli, parce qu'un ampli bridgé va avoir des caractéristiques différentes d'un ampli qui est basique. Donc faites bien attention, regardez les notices d'utilisation, regardez les caractéristiques techniques, et en fonction de ce qui est indiqué dedans, eh bien mettez-lui derrière des enceintes avec l'impédance et les caractéristiques requises pour votre amplificateur, et grâce à ça peut-être que vous n'allez pas griller un ampli et vous n'allez pas non plus griller vos enceintes. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est ampli, enceinte, des caractéristiques importantes pour tout ça. Je vous ferai prochainement une autre vidéo pour continuer un peu cette explication, ce dictionnaire du home cinéma et de l'hi-fi, et on va plus voir tout ce qui est vidéo avec le grain de l'image, les différentes sources qu'on peut avoir, la vidéoprojection, et aussi tout ce qui se rapporte par rapport au son avec de la distorsion, du clipping, bref. On va voir tout ça ensemble dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous y êtes retrouvés un peu dans tous ces mots et que votre cerveau s'est pas mis en mode ébullition, en mode « mais j'y comprends absolument rien à ce qu'il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ?» J'espère aussi ne pas avoir fait d'erreur dans ce que j'ai raconté, parce que voilà, j'ai pas la science infuse, peut-être que je raconte des conneries. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, de me dire si j'ai dit des bêtises, ou bien de me corriger, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir votre avis, votre expertise sur le sujet. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi en tout cas, comme d'habitude, j'ai kiffé faire cette vidéo, j'ai kiffé parler avec vous, et on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de partager la chaîne, d'en parler autour de vous, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis un tout petit like. Franchement, c'est gratuit et ça paye pas de mine, mais c'est super important pour moi, pour la chaîne. Je dois dire que j'en ai bien besoin pour faire progresser cette chaîne, afin que tout le monde sache comment ça marche le home cinéma. C'est le but de cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine. Salut Bissam!